Avez-vous déjà mis des coquilles d'œufs ou des peaux de banane au pied de vos plants de tomates, en espérant une récolte miraculeuse? Et si je vous disais que la plupart de ces astuces populaires sur Internet sont en réalité inutiles à court terme? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du super engrais pour les tomates. Mais attention, nous n'allons pas faire de la magie. Nous allons adopter une approche strictement scientifique. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui fonctionne vraiment pour obtenir des tomates énormes, juteuses et pleines de saveur. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons briser quelques mythes très tenaces aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre recette secrète actuelle pour nourrir vos tomates. Je suis curieux de voir combien d'entre vous utilisent la méthode scientifique sans même le savoir. Pour bien comprendre comment nourrir une tomate, il faut d'abord savoir d'où elle vient. La tomate est originaire d'Amérique du Sud. Elle poussait à l'état sauvage dans des sols très spécifiques. C'est une plante extrêmement gourmande. Elle a un cycle de croissance très rapide. En quelques mois seulement, elle doit développer un système racinaire profond, des tiges solides, beaucoup de feuilles, et enfin produire des fruits lourds. Pour accomplir cet exploit, la plante a besoin de carburant. Ce carburant, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Vous avez sûrement déjà vu les lettres N, P et K sur les paquets d'engrais. N pour l'azote, P pour le phosphore, et K pour le potassium. Mais jeter ces éléments au hasard dans la terre ne suffit pas. La science nous montre que le moment de l'application est tout aussi crucial que l'engrais lui-même. Commençons par démonter le plus grand mythe du jardinage amateur. Le mythe des ingrédients bruts magiques. Beaucoup de jardiniers ajoutent des coquilles d'œufs entières, du marc de café ou des morceaux de banane directement dans le trou de plantation. L'idée est de fournir du calcium, de l'azote et du potassium. C'est une belle idée, mais la science nous dit le contraire. Ces éléments organiques bruts ne sont pas directement assimilables par les racines de la tomate. Ils doivent d'abord être décomposés par les bactéries, les champignons et les micro-organismes du sol. Ce processus de décomposition peut prendre des mois, voire des années. Si votre plant de tomate a besoin de calcium aujourd'hui pour former ses fruits, la coquille d'œuf que vous venez d'enterrer ne lui sera d'aucune utilité cette saison. Imaginez l'illustration suivante. C'est comme si on vous servait un épi de blé entier alors que vous avez envie de manger une tartine de pain. Il faut que quelqu'un transforme le blé en farine d'abord. Pour vos tomates, il vaut mieux utiliser des éléments déjà compostés ou des engrais dont les nutriments sont immédiatement disponibles pour la plante. Passons à la véritable fondation scientifique d'une bonne nutrition. Il s'agit du pH du sol. C'est un concept fondamental que la plupart des débutants ignorent totalement. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité de votre terre. Les tomates préfèrent un sol légèrement acide avec un pH situé entre 6 et 6,8. Pourquoi cette précision scientifique est-elle si importante? Parce que le niveau de pH agit comme une serrure sur les nutriments de votre sol. Si le pH est trop élevé, au-dessus de 7, des éléments cruciaux comme le fer, le manganèse ou le phosphore se bloquent chimiquement. Ils sont physiquement présents dans la terre, mais les racines de la tomate ne peuvent plus les absorber. Vous pouvez vider des sacs entiers d'engrais coûteux sur vos plantes, elles mourront de faim quand même. Imaginez une illustration où un délicieux festin est enfermé dans un coffre-fort transparent. La plante voit la nourriture, mais n'a pas la clé pour l'ouvrir. La science dicte qu'avant même de penser à ajouter un super engrais, vous devez tester le pH de votre sol et l'ajuster si nécessaire. Abordons maintenant la première phase de croissance, la phase végétative. C'est le moment où votre plant de tomate doit grandir, faire des tiges épaisses et de larges feuilles vertes. L'élément clé ici est l'azote, représenté par la lettre N. L'azote est le principal composant de la chlorophylle, le pigment qui rend les plantes vertes et qui permet la photosynthèse. Une approche scientifique exige de donner suffisamment d'azote au début de la saison pour construire l'usine solaire de la plante. Cependant, il y a un piège redoutable. Si vous continuez à donner trop d'azote quand la plante commence à fleurir, vous provoquez un désastre. La plante va privilégier la création de nouvelles feuilles au détriment des fleurs et des fruits. Vous obtiendrez un magnifique buisson géant, vert au-dessus, touffu, mais sans aucune tomate à l'horizon. Pour illustrer ce point, imaginez un culturiste qui passe tout son temps à gonfler ses muscles pour une compétition, mais qui oublie totalement de s'entraîner pour l'épreuve de force.
Il a l'air impressionnant, mais il ne produit aucun résultat concret. L'azote doit être réduit drastiquement dès l'apparition des premières fleurs. Dès que les fleurs apparaissent, nous entrons dans la phase de transition. C'est là que le phosphore, la lettre P, entre en scène. Scientifiquement parlant, le phosphore est au cœur du transfert d'énergie dans les cellules de la plante. Il est indispensable pour un développement racinaire puissant et surtout pour la formation de belles grappes de fleurs saines. Sans fleurs, il n'y a tout simplement pas de tomates. Beaucoup de cultivateurs utilisent de la poudre d'os comme source naturelle de phosphore. Mais attention, la science a montré que le phosphore se déplace très peu dans le sol. Si vous le saupoudrez simplement en surface, il n'atteindra jamais les racines profondes. Pour illustrer cela, imaginez que vous versez de l'eau sur une éponge posée sur une table, mais que l'éponge du dessous reste complètement sèche. Le phosphore doit être bien mélangé à la terre autour de la zone des racines lors de la plantation. De plus, son absorption ralentit fortement dans les sols froids. C'est pourquoi planter vos tomates trop tôt au printemps, dans une terre encore glacée, entraîne souvent des feuilles violettes, un signe clinique clair d'une carence en phosphore induite par le froid. Nous arrivons à l'étape la plus excitante, la formation et le grossissement des fruits. C'est ici qu'intervient le potassium, la lettre K. Le potassium est le super-héros silencieux de la tomate. Son rôle scientifique est de réguler l'ouverture et la fermeture des stomates, les minuscules pores sur les feuilles qui permettent à la plante de respirer et de transpirer. Mais surtout, le potassium agit comme un réseau de transport. Il déplace l'eau, les nutriments et les sucres fabriqués par les feuilles directement vers les fruits en développement. C'est le potassium qui donne à vos tomates leur goût sucré, leur taille impressionnante et leur couleur rouge éclatante. Une carence en potassium se traduit par des fruits difformes, souvent avec des épaules jaunes et dures qui ne mûrissent jamais. Imaginez l'illustration d'une autoroute. Le potassium est la flotte de camions de livraison. Si vous n'avez pas de camion, les sucres restent coincés dans les feuilles et vos tomates seront minuscules et sans saveur. À partir du moment où les petits fruits verts apparaissent, un apport élevé en potassium est la règle d'or scientifique pour une récolte abondante. Il est temps de parler d'un phénomène redouté qui ruine d'innombrables récoltes, la fameuse nécrose apicale, aussi appelée la maladie du cul noir. Vous savez, cette tache noire et plate qui apparaît sous la tomate. Le grand mythe consiste à croire que c'est dû à un manque de calcium dans la terre. Les gens se précipitent alors pour ajouter des coquilles d'œufs ou du lait. La vérité scientifique est bien plus complexe. Dans 95% des cas, votre sol contient déjà largement assez de calcium. Le vrai problème est un problème de transport. Le calcium se déplace dans la plante exclusivement avec l'eau. Si vous arrosez vos tomates de manière irrégulière, en laissant la terre sécher complètement puis en la noyant, le flux de sève s'interrompt. Le calcium n'arrive pas jusqu'à l'extrémité du fruit en pleine croissance et les cellules meurent, formant cette tache noire. L'illustration parfaite serait un ascenseur bloqué entre deux étages. Le colis est dans le bâtiment, mais il n'arrive pas à destination. La véritable solution scientifique n'est pas d'ajouter plus d'engrais, mais d'appliquer un épais paillis au sol pour maintenir une humidité constante. Mais l'azote, le phosphore et le potassium ne font pas tout. Il existe des héros méconnus appelés les micronutriments, le magnésium, le fer, le zinc et le bore. Ils sont nécessaires en quantités infimes, mais leur absence peut paralyser la plante entière. Prenons l'exemple scientifique du magnésium. Au niveau moléculaire, un atome de magnésium se trouve au centre exact de chaque molécule de chlorophylle. Sans magnésium, la plante ne peut littéralement pas utiliser la lumière du soleil. Cela se manifeste par un jaunissement des feuilles anciennes, tandis que les nervures restent bien vertes. C'est ici qu'intervient le célèbre sel d'Epsom, souvent présenté comme un remède miracle sur Internet. La science nous dit que le sel d'Epsom est effectivement riche en magnésium, mais l'utiliser aveuglément est une erreur. Si votre sol n'a pas de carence en magnésium, ajouter du sel d'Epsom va augmenter la salinité du sol et bloquer l'absorption du calcium, créant ainsi d'autres maladies. Imaginez une illustration où vous forcez quelqu'un à boire 10 litres d'eau. L'eau est vitale, mais en excès, elle devient mortelle. Testez toujours avant de traiter. Parlons maintenant de la forme de l'engrais. Faut-il utiliser un engrais liquide ou un engrais en granulés?
La science fait une distinction claire entre les deux méthodes de livraison. Les engrais en granulés sont à libération lente. Ils doivent se dissoudre avec les arrosages et être travaillés par la vie du sol. C'est excellent pour construire une fertilité de base sur le long terme. Mais si votre plant de tomates montre une carence grave, les granulés seront beaucoup trop lents. C'est là que l'engrais liquide devient une super arme scientifique. Dissous dans l'eau, les nutriments sont disponibles instantanément pour les racines. Encore plus fort, la science valide l'alimentation foliaire. Pulvériser un engrais liquide très dilué directement sur les feuilles permet une absorption ultra rapide par les stomates. Imaginez l'illustration d'un patient à l'hôpital. Les granulés sont comme un bon repas solide qui prend du temps à digérer. L'engrais liquide pulvérisé est comme une perfusion intraveineuse, offrant une énergie immédiate en cas d'urgence. Les professionnels combinent toujours les deux méthodes. Voici un autre grand débat que nous devons aborder avec rigueur, le conflit entre les engrais organiques et les engrais synthétiques chimiques. D'un point de vue strictement chimique et moléculaire, la plante ne fait aucune différence. Un ion de nitrate reste un ion de nitrate, qu'il provienne de fumier de vache compostée ou d'une usine pétrochimique, dans un sac en plastique. La racine de la tomate l'absorbera exactement de la même manière. Alors, pourquoi la science moderne penche-t-elle de plus en plus vers l'organique? Parce que l'engrais chimique nourrit uniquement la plante, de manière éphémère. L'engrais organique, lui, nourrit d'abord le sol. Il apporte du carbone, stimule la prolifération des vers de terre, des bactéries bénéfiques et des mycorhizes. Ces micro-organismes créent une structure de sol spongieuse qui retient l'eau et prévient les maladies. Pour illustrer, c'est la différence entre donner du poisson à un homme ou lui apprendre à pêcher. Le chimique donne un coup de fouet rapide mais détruit la vie du sol à long terme. L'organique construit un écosystème autonome et durable pour vos futures récoltes. Pour terminer notre approche scientifique, voici le programme d'alimentation ultime, étape par étape. Tout réside dans le calendrier. Étape 1, à la plantation. Enrichissez le trou avec un bon compost bien mûr et un engrais de fond équilibré. Laissez la plante s'installer. Étape 2, la croissance. Attendez que le premier bouquet de fleurs apparaisse. C'est le signal scientifique. À ce moment précis, commencez à apporter un engrais riche en potassium. Étape 3, la pleine production. Lorsque les tomates commencent à grossir sur plusieurs étages, la plante puise énormément dans ses réserves. C'est le moment d'appliquer un engrais liquide riche en potasse tous les 10 à 14 jours, toujours sur un sol préalablement arrosé, pour ne pas brûler les racines. Étape 4, la fin de saison. Un mois avant les premières gelées prévues, arrêtez complètement tout apport d'engrais. La plante doit comprendre que l'hiver arrive et concentrer sa dernière énergie pour faire mûrir les fruits déjà présents, plutôt que d'en créer de nouveaux. Imaginez un chef d'orchestre. Chaque nutriment est un instrument qui doit jouer au moment exact où la partition l'exige. Voilà, le secret est dévoilé. La véritable magie pour obtenir des tomates exceptionnelles ne réside pas dans une poudre mystérieuse ou une astuce bizarre trouvée sur Internet. Le vrai secret, c'est la biologie et le timing. C'est comprendre le passage de la croissance végétative avec l'azote, à la floraison avec le phosphore, puis au grossissement du fruit avec le potassium. C'est maintenir une humidité constante pour éviter le cul noir, plutôt que de jeter des coquilles d'œufs inutiles. En appliquant cette approche scientifique, vous ne cultivez plus à l'aveuglette. Vous maîtrisez totalement la physiologie de votre potager. J'espère que cette vidéo a changé votre vision du jardinage et vous a donné les clés pour une récolte record. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec d'autres jardiniers. Et pour lancer le débat dans les commentaires, allez-vous continuer à utiliser vos astuces de grand-mère cette année ou êtes-vous prêt à tester la méthode scientifique? J'ai hâte de lire vos réponses.